Qui, en plus d'avoir la parole dans les médias, a une fonction de conduire, je pense, à la réserve. Tous ces gens-là relaient depuis quelques jours, quelques heures, au moins quelques jours, je pense que vous l'avez entendu, qu'ils auraient retrouvé, mais qui peut en dire, qu'ils auraient retrouvé des fiches de paie au Hamas. Alors, ça veut dire que les terroristes, puisque Israël a qualifié un acte de terroriste qui apporte les preuves d'un attentat qui a pu commettre ou quelque chose comme ça, ils ont trouvé des fiches de paie. Des fiches de paye du Hamas. C'est vrai qu'il existe des fiches de paye de terroristes. Bonjour les amis, suite à l'assassinat des journalistes de Al Jazeera, il y a une mobilisation à Paris, à Croissy-Beaubourg. Voilà, 236 journalistes assassinés à Gaza. Alors, je vais terminer sur une note positive, parce qu'il y a des gens qui cherchent à sortir de cette situation. Et je vais vous prendre deux exemples, un exemple, c'est deux personnes, deux citoyennes. Nassera Zaidi, alors je vous émets son nom de famille parce qu'elle a un compte sur Instagram. Elle s'appelle donc Nassera, elle a 2 S-E-R-A, Zaidi, Z-A-I-D-I. Et avec sa camarade, elles ont créé, il y a un problème particulier, mais elles ont réuni une dizaine de journalistes, une dizaine d'avocats qui vont poursuivre. Des gens notamment Golnadel, vous savez, le fameux avocat facho, l'espèce d'ordure, le menteur compulsif, le raciste, très clairement, qu'est-ce qu'il tape? Je savais que ça tapait. Je croyais que c'était un gong comme dans l'émission des tarés, là, vous savez, les grandes gueules des RMC. Donc, ils vont poursuivre Golnadel. J'espère qu'ils vont le traîner devant les tribunaux assez rapidement. Et ils vont notamment, je l'espère, poursuivre Nili Naouri, l'avocate franco-israélienne, qui jouit d'une impunité absolument extraordinaire. Vous savez, c'est celle qui ne la connaît pas, c'est celle qui avait empêché les convois humanitaires de rentrer dans Gaza. Et d'ailleurs, cette histoire de convoi humanitaire, on a presque l'impression parfois qu'il faut les remercier, d'apporter 3 colis qui d'ailleurs vont tuer sur Gaza. Donc voilà, il y a cette note d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Je vous invite à aller voir, à aller faire le tour. Donc je redis, Nassera Zaidi, de les soutenir, ainsi que de soutenir, et je terminerai, merci, et je terminerai sur ce point-là, de soutenir également, était paru il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, dans l'Humanité. J'avais fait paraître une tribune d'avocats, ils étaient partis à 400, avocats français qui apportaient leur soutien à la fois à leurs confrères, évidemment, de Gaza, mais aussi à la population, et qui disaient que ce n'est pas aux historiens, une fois que le génocide sera terminé, achevé, ce n'est pas aux historiens de dire s'il s'agit ou pas d'un génocide, c'est au droit international de s'appliquer. Ils sont aujourd'hui 2200. Dans le milieu que je connais bien des avocats, je vous assure que c'est un courage extraordinaire et je vous invite ensemble à les féliciter, à les remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes tous des journalistes de Gaza. 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 Les journalistes de Gaza. Les journalistes de Gaza. Les journalistes de Gaza. Assez de soutien au terrorisme israélien. 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 Alors je crois qu'il y a Azura qui a demandé la parole.
sur la situation à Gaza et on lui donne bien entendu volontiers. Bonjour à tous. On parle très fort avec le micro collé à la bouche. À Gaza, on comptabilise actuellement plus de 62 000 morts assassinés par Israël, plus de 150 000 blessés. Des milliers d'autres sont encore sous les décombres. Selon l'UN, c'est chaque jour 10 enfants qui perdent un membre. Ainsi, entre 3 000 et 4 000 enfants ont perdu un ou plusieurs membres depuis le début du génocide, ce qui fait de Gaza l'endroit avec le plus d'enfants amputés au monde. C'est aussi l'endroit où il y a le plus de malnutrition à cause de la famine imposée et utilisée comme arme de guerre par l'armée génocidaire israélienne. La famine continue de sévir dans la bande de Gaza alors que des milliers de camions d'aide humanitaire sont bloqués aux frontières de l'enclave. 5 personnes, dont 2 enfants, sont morts de faim la semaine dernière. Dimanche, seuls 124 camions ont pu entrer à Gaza. Cela représente une goutte d'eau dans l'océan, au regard des besoins de toute la population palestinienne. La plupart de ces camions ont été pillés par les Palestiniens affamés et exténués qui se sont rués pour tenter de récupérer un sac de farine. Des denrées bien souvent moisies et inconsommables, et qui de toute façon ne répondent pas aux besoins nutritifs pour les hommes, femmes et enfants affamés depuis des mois. Une autorisation massive de laisser passer les camions pourrait mettre fin en 1 heure à cette famine imposée. Mais Netanyahou refuse, soutenu par ses complices qui continuent d'armer Israël en même temps qu'ils larguent des colis par le ciel. Quelle mascarade! Ces mêmes colis qui ont écrasé des Palestiniens et massacré des enfants. À Gaza, les Palestiniens tentent de survivre sur 2 fronts, sous les bombardements incessants ou sous les balles de l'armée génocidaire israélienne. Lors de la récupération de ces colis au point de collecte, un Palestinien entendu sur Al Jazeera résumé en ces mots: « On peut mourir pour un bout de pain ». Mais le sadisme de l'armée génocidaire israélienne ne s'arrête pas là. Alors que les bombardements continuent au sud, Israël intensifie ses attaques au nord, où 18 personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de récupérer ces colis. 73 Palestiniens ont été tués, ainsi dans les frappes israéliennes. Des paramédicaux ont eux-mêmes été blessés alors qu'ils tentaient d'extraire des enfants des décombres. La petite Wissam Al-Osari lutte pour rester en vie après avoir perdu toute sa famille dans un bombardement israélien qui a visé sa maison. À Gaza, c'est l'hécatombe quotidienne à laquelle nous assistons. La traque des Palestiniens a commencé avec les bombardements sur les infrastructures telles que les habitations, les hôpitaux, les écoles, et se poursuit jusque dans les camps de réfugiés, où 5 journalistes d'Al Jazeera viennent d'être assassinés. L'impunité d'Israël doit prendre fin immédiatement. La communauté internationale doit agir pour exiger le cessez-le-feu permanent, reprendre le contrôle de la distribution d'aide humanitaire. Il faut laisser passer les camions. Oui, et les parachutages de Macron, les 40 tonnes dont il se vante, alors qu'il en faudrait 42 500 tonnes, et qui tombent sur la tête des gens, y compris des enfants, les tuant ou les blessant. Vous trouvez que c'est normal? Ça suffit. Il faut que Macron arrête d'être complice, arrête de désobéir et de désobéir au droit international et de bafouer les décisions de la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou, alors que lui, il a dit que non, il garantissait l'impunité à Netanyahou et qui pouvait venir en France sans aucun problème. Vous vous rendez compte de la gravité de ces paroles? Comment c'est un encouragement au génocide? Après tout le reste, quand ils sont désolés, quand ils voudraient qu'il y ait quand même un peu moins de Palestiniens tués, quand ils exhortent Netanyahou à être quand même un petit peu plus gentil, un petit peu moins facho, un petit peu moins génocidaire, mais c'est vraiment, on se moque de qui? C'est vraiment insupportable. Je rappelle que, pas plus tard que cette semaine, d'une part, le Guardian, le quotidien britannique, a redonné toutes les preuves que ce n'est pas le Hamas, comme ils disent, qui le dit, mais que, véritablement, les Américains et les Israéliens, dans leur centre de soi-disant distribution de l'aide, tuent. Ce sont des pièges mortels. Ils tuent les Palestiniens et les Palestiniennes qui viennent chercher de l'aide. Et toutes les preuves sont dans le Guardian. Quant au Lancet, pas plus tard qu'hier, il a sorti une étude montrant qu'en plus de la famine, montrant qu'en plus des gens qui meurent d'épidémies,
il y a maintenant une résistance aux antibiotiques qui s'est installée à cause de la malnutrition et du manque d'hygiène et de la surpopulation à Gaza. Donc, on redit ensemble, ouvrez les yeux, ouvrez les frontières. Gaza, Gaza nous appelle. Ouvrez les yeux, ouvrez les frontières. Gaza, Gaza nous appelle. Ouvrez les yeux, ouvrez les frontières. Gaza, Gaza nous appelle. Ouvrez les yeux, ouvrez les frontières. Gaza, Gaza nous appelle. Alors je crois que Marc devrait prendre la parole, mais qu'il y a un ami palestinien qui s'appelle Omar, qui souhaitait aussi dire quelques mots. Je ne sais pas s'il est de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem. Alors on lui donnera la parole tout à l'heure. On va la donner à Marc en attendant, qui doit dire aussi quelques mots. Ah pardon, c'est d'abord, tu veux... Ça n'a pas d'importance. Rami Shak, notre ami palestinien, qui, comme vous le savez, a fait de la prison en Égypte pour avoir mené la campagne de boycott à l'intérieur de l'Égypte et qui est depuis peu en France, donc ne parle pas encore assez bien le français. Je crois qu'il n'est pas pressé de l'apprendre, en vérité. Et donc, va nous faire son topo court en anglais et je vais le traduire. Well, it's the same prisons, it's the same Zionist prisons, whether in Palestine or in Egypt. It's the same puppet governments that are put to safeguard the occupation in Palestine. Donc, en fait, ce sont les mêmes prisons qu'il a connues en Égypte et qu'on retrouve chez l'occupant, et ce sont les mêmes gouvernements de pantins dans les deux pays. Thank you very much for being here. Your presence is important and is noticed in Gaza. Alors, so hail to you from Gaza. Merci beaucoup d'être là, votre présence est très importante et je signale qu'à Gaza, ils sont au courant et ils suivent tout ce que vous faites. Through 2 years of genocide in Gaza, Israel has killed more than 240 journalists in Gaza. En moins de 2 ans de génocide, Israël a réussi à tuer, à assassiner plus de 240 journalistes à Gaza. Which is more targeted journalists than have been killed since 1861 till 2025, including World War I, II, Korea, Vietnam, Iraq, and Afghanistan. All of that together have killed less journalists than Israel killed in Gaza in 2 years. En 2 ans, Israël a réussi à tuer plus de journalistes que depuis 1861, y compris pendant les 2 guerres mondiales, en Corée, en Afghanistan, tous les conflits qu'on a eus jusqu'à présent, ça fait moins de journalistes tués que par Israël en moins de 2 ans. 2 days ago, with cold blood, with targeted murder and assassination, Israel killed another group of journalists in Palestine, headed by Anas al-Sharif. Et il y a 2 jours, Israël a à nouveau assassiné, cette fois-ci, un groupe de 6 journalistes délibérément, de manière préméditée, dont le leader était Anas al-Sharif. Anas al-Sharif, the son of Ashkelon, Asqalan al-Palestiniya al-Muhtalla. He's the son of the city of Ashkelon, Asqalan in Arabic, the occupied Palestinian city. Voilà, Anas al-Sharif, qui était un fils de Askelon, appelé Ashdod chez les Israéliens, et donc qui est originaire de là. Lived all his life in the Jabalia refugee camp. Et il a vécu toute sa vie dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, where he was made and the strength and resistance and resilience of the people in Jabalia in fighting occupation. Où il a été témoin pendant tout le temps de la résilience, de la résistance de cette population dans cette région de Gaza. He learned photography alone
with no help, with no schools, with no universities. He stayed alone to learn his photography, the way to fight for his country. Et c'est tout seul qu'il a appris la photographie. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas été à l'université. Il s'est donné la peine d'apprendre ça tout seul pour défendre son pays. Anas' weapon and rocket was not a rocket, was a camera and a pen. Oui, les armes d'Anas, ce n'étaient pas des missiles, ce n'étaient pas des armes. C'était son stylo et sa caméra. But his camera was not possible to intercept with Patriot or with the Dawood rockets. Nothing could intercept his camera. He was everywhere in Gaza. Et rien ne pouvait arrêter sa caméra, rien ne pouvait l'empêcher de filmer, ni les missiles, ni le reste. Il était partout, partout il couvrait tout ce qui se passait, tout ce que faisait l'occupant, tous les crimes d'Israël. His camera recorded what we will write in history as the worst evil genocide people have ever been through in Gaza today. His camera is going to be the proof for history. Et sa caméra a tout enregistré. Les massacres, le génocide pendant 2 ans, tout restera inscrit dans l'histoire. Rien ne pourra l'effacer. But his camera is also the evidence in international court against all the criminals that slaughtered our people. Et sa caméra reste et apporte une preuve, des preuves très importantes devant les tribunaux. Et ça va continuer. Anas will live with us. Anas continue à vivre en nous. Some things you cannot kill. Gaza, you cannot kill. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas tuer, c'est Gaza. On ne peut pas tuer Gaza. Anas called his daughter Sham, i.e. Levant. Anas a appelé sa fille Sham, comme le Levant. It's Levant in Arabic. And the name has a reference. Anas never recognized Sykes-Picot. And today we will never recognize Barrow in the UN. Neither Picot nor Barrow will give us what we want in Palestine. We will take it, every inch of our land. D'accord. Il dit que Anas n'a jamais reconnu les accords de Sykes-Picot, qui serait un partage du monde, le grand gâteau, le grand camembert du Moyen-Orient, et que on ne prendra ni Sykes-Picot, on ne reconnaîtra nous-mêmes ni Sykes-Picot, ni Barrot, et là il fait référence, je me demandais ce que c'était que Barrot, à notre ministre des Affaires étrangères. Our hail to Anas, our hail to 250 Palestinian journalists, our hail to Palestinian resilience on our land, our hail to Palestinian resistance on our land. We will continue being there resisting occupation. Tahya Palestine. Législatif chez les génocidaires. Donc en Israël, récemment, la Knesset vote massivement pour l'annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Je ne sais pas si vous le saviez. Elle a adopté mercredi dernier, par 71 voix contre 13, une motion non contraignante réclamant l'annexion de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain. Les partis Kahol Lavan et Yesh Hatid se sont abstenus. Ce texte
présenté comme une déclaration politique, affirme que ces territoires font partie intégrante de la partie historique du peuple juif et que la création d'un État palestinien représenterait une menace existentielle pour Israël. Il appelle le gouvernement à étendre immédiatement la souveraineté israélienne à toutes les colonies de Cisjordanie. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 maintenant. Depuis le début de l'offensive contre Gaza, près de 1000 Palestiniens ont été tués et plus de 7000 blessés dans les territoires occupés, selon le ministère palestinien de la Santé. En juillet, la Cour internationale de justice a qualifié cette occupation d'illégale et a demandé l'évacuation de toutes les colonies. Évidemment, qu'est-ce qu'il en est? Rien. Rien ne se passe. Rien ne se passe et je poursuis avec la déclaration la plus récente de Benjamin Netanyahou, notre cher Netanyahou, qui déclarait et qui annonçait sa volonté d'engager son pays dans une guerre d'occupation totale, dont la mise en œuvre a été examinée par le cabinet de sécurité réuni jeudi. Celle-ci ciblerait le quart du territoire qui n'est pas encore sous le contrôle de l'armée israélienne, à commencer par la ville de Gaza, un tournant aux conséquences qui sont bien évidemment préoccupantes. Jeudi 7 août, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté, lors d'une interview à la chaîne américaine conservatrice Fox News, les grandes lignes d'une nouvelle étape dans l'offensive contre la bande de Gaza, où vivent 2,1 millions de Palestiniens dans des conditions précaires. Il dit: pour assurer notre sécurité, nous avons besoin et nous avons l'intention de chasser le Hamas, de libérer la population de son emprise et de mettre en place une gouvernance civile qui ne soit ni le Hamas, ni toute autre entité prônant la destruction d'Israël. C'est ce qu'il a déclaré. Il ajoute: nous ne voulons pas conserver Gaza. Nous voulons établir un périmètre de sécurité, mais pas gouverner l'enclave. Nous souhaitons remettre ce territoire à des forces arabes, capables de l'administrer correctement, sans représenter une menace et en offrant une vie meilleure aux habitants. C'est vraiment ce qu'on a vu ces derniers temps et ce qu'on voit depuis ces 76 dernières années. Merci pour cette déclaration. La ville de Gaza, dans le nord de l'enclave, est désignée comme première cible. Le gouvernement israélien affirme vouloir achever l'évacuation forcée de la zone d'ici au 7 octobre, date d'anniversaire de l'attaque du Hamas. Mais aucune précision n'a été donnée sur le sort des centaines de Palestiniens contraints au déplacement, probablement près d'1 million, ni sur les conditions de leur accueil, ni sur leur alimentation ou leur accès aux soins. Sur le terrain, les experts militaires israéliens alertent sur les dangers auxquels s'exposent des soldats, redoutant une guerre urbaine marquée par des embuscades et des zones piégées. Selon eux, le Hamas, bien que fragilisé, a eu le temps de préparer explosifs et pièges. Dans un communiqué publié jeudi dernier, encore une fois, le mouvement islamiste a prévenu: la bande de Gaza restera invincible et toute tentative d'intensifier l'agression contre le peuple palestinien coûtera cher à l'occupant. Cette offensive comporte aussi un risque politique majeur pour Netanyahou. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, a souligné les dangers pour les otages encore détenus à Gaza, ainsi que le coût humain pour une armée dont certains réservistes cumulent plusieurs centaines de jours de mobilisation depuis octobre 2023 et qui montrent des signes d'épuisement. À cela s'ajoute une opinion publique évidemment divisée. Les sondages révèlent depuis plusieurs mois que la majorité des Israéliens ne souhaitent pas l'occupation à Gaza. Dans l'État d'Israël, nous ne menons pas de guerre sans soutien populaire. Le prix à payer sera lourd en vie humaine comme en impôts, a averti Yair Lapid, leader de l'opposition et ancien Premier ministre. Comment? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une surprise, tout ça, toutes ces déclarations? Évidemment que non. Ça fait bien longtemps qu'on connaît les intentions du gouvernement israélien. Ces déclarations ne font que confirmer la volonté de raser Gaza et de massacrer le peuple palestinien. Jusqu'ici,
Rien de nouveau, simplement une déclaration de plus, faite par une personne accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Malgré tout ça, notre gouvernement ne dit rien. Et le peuple palestinien se meurt. On ne laissera pas nos gouvernements parler à notre nom. On doit porter nos propres voix et celles des Palestiniens. Free Palestine! Qu'ils se sentaient investis d'une mission historique et spirituelle. Et ce sont exactement les mots qu'avait prononcés Hitler. C'est-à-dire qu'il lui aussi se sentait investi d'une mission historique et spirituelle. L'un comme l'autre ont un problème, n'est-ce pas, d'espace vital pour leur pays. Et la différence, c'est que l'Allemagne avait des frontières qu'elle n'a pas respectées, mais Israël n'a pas de frontières. Israël est le seul État au monde à ne s'être jamais fixé de frontières, de manière à pouvoir justement réaliser la carte qu'a montré Netanyahou hier, la carte du grand Israël, comme il dit, où il n'y a pas que Gaza et la Cisjordanie qu'ils veulent, mais il montre que le Liban, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie n'existeront plus tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que Israël va également conquérir ces terres-là. Alors, voilà, je veux dire qu'on parle